Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve avec un certain retard pour le point lecture du mois de décembre 2020. Pour mon retard, je vais m'expliquer très simplement. J'ai eu, comme beaucoup d'étudiants, les cours à distance et j'ai littéralement eu une overdose des écrans. Et avec tous les partiels qui s'enchaînaient, je n'en pouvais plus et du coup mes vacances, je les ai vraiment utilisées pour me recentrer sur moi-même et être loin des écrans. Ça m'a fait un bien fou et maintenant je suis de retour. Et je me voyais mal ne pas vous faire un point lecture de décembre. J'ai préféré vous le proposer en décalé, quitte à faire plus de vidéos pour ce mois de janvier. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Alors j'espère que le son sera impeccable puisque comme vous pouvez le voir il y a un nouveau parmi la famille et je suis encore en train de le tester, donc je suis désolée par avance si vous entendez des petits bruits parasites, si par exemple mes cheveux vont frotter dessus ou je bouge trop mon sweat, imaginons. Ça peut arriver et je m'en excuse par avance. Sur ce, on va commencer avec le premier livre que j'ai lu pour le mois de décembre et je veux bien entendu parler du dernier Yakuza de Jake Adelstein, si je le dis bien. Alors pour ce roman, c'est un roman très particulier puisqu'il va prendre la forme d'un écrit journalistique, si on peut dire. L'auteur est donc connu majoritairement parce qu'il va révéler des scandales sur la société japonaise et évidemment par scandale c'est souvent lié avec la mafia japonaise, la Yakuza, ce qui va faire que l'auteur n'est plus trop en sécurité, il a besoin d'un garde du corps et justement il est question de son garde du corps qui lui aurait demandé en échange de lui assurer la protection, de raconter son histoire, sa vie et comment il est entré lui-même au sein des Yakuza. L'homme en question s'appelle Saigo Kato. Donc c'est un ancien Yakuza qui a vraiment une vie mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a commencé comme petit rebelle pour finir finalement dans les hautes places, si je peux dire, de l'organisation Yakuza. Mais en soi, ce qu'on peut dire, c'est que le livre ne va pas forcément se centrer que sur le personnage de Saigo. Il y a vraiment toute une description de l'organisation des Yakuza, de la hiérarchie, de la création de certains groupes. C'est vraiment tout un pan de cette culture qui nous est dévoilée, de son histoire également, de ses cultures, de ses traditions. Et c'est vraiment une partie qui m'a beaucoup intéressée, même si parfois c'était un peu dur de suivre parce que forcément c'est des noms japonais, il faut essayer de mémoriser tout ça dans sa tête en même temps que on nous raconte la vie de Saigo. C'est un peu compliqué, d'autant plus que oui voilà, c'est toute une organisation, une nouvelle conception du monde, bref c'est un peu déroutant mais c'est très riche. Et du coup c'est très intéressant. Ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est le style très journalistique de l'auteur, puisque de base c'est un journaliste et ça se ressent en fait au fur et à mesure de notre lecture où on comprend bien que lui est là pour simplement décrire les faits, il ne prend pas parti. Quand Saigo fait de mauvais choix, enfin ce qu'on pourrait considérer comme de mauvais choix, l'auteur ne va pas être moralisateur à son encontre, il va juste se contenter de dire bah voilà, Saigo il a fait telle ou telle chose, enfin pas de cette façon évidemment, mais vous comprenez l'idée. Donc de manière générale ça a été une bonne lecture, bien qu'un peu compliquée puisque c'est très fastidieux, il y a beaucoup d'informations, de détails et faire face à autant d'organisations, oui c'est d'organisation, de tradition, c'est un peu déroutant et je pense que ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, bien que ce soit intéressant. Par la suite, dans ce mois de décembre, j'ai lu Les Victorieuses de Laetitia Colombani. J'avais déjà lu La Tresse, qui avait été pour moi vraiment un très très beau livre. J'avais beaucoup aimé la manière dont tous ces destins sont liés. Et là, on se retrouve du coup avec une histoire c'est l'histoire de Solène qui a 40 ans, qui est avocate, qui a bien réussi son job, vraiment elle est au top. Le souci étant c'est que un beau jour son client, pour éviter une lourde peine,
se suicide devant elle et ça va être un gros choc pour elle parce qu'elle va se sentir inutile, elle va se sentir vraiment perdue et remettre tout en question, toute sa vie, la manière dont elle l'a vécu, c'est-à-dire en misant tout sur la carrière et sans vraiment mettre en avant le côté, par exemple il n'y a pas de famille, elle n'a pas de relation amoureuse, vraiment elle se remet totalement en question et va renouer avec ses passions, autrement dit l'écriture. Elle va vouloir mettre au service sa passion de l'écriture pour autrui. Elle va donc se diriger vers une association de femmes qui sont des femmes plutôt marginales, en difficulté. C'est vraiment une sorte de foyer où elles se retrouvent toutes. Et ça va être vraiment, pour Solène, un dépaysagement total. Vraiment parce que c'est un autre monde qu'elle côtoie, c'est un autre milieu social, c'est une autre organisation. Et puis elle va vraiment chercher sa place et chercher à se comprendre par la même occasion. C'est vraiment une sorte de voyage initiatique, j'aurais envie de dire. Pour comprendre le monde dans lequel elle évolue et ouais, se comprendre elle-même. Pour moi, cette lecture, ça a été un peu mitigé. L'idée est vraiment hyper intéressante, mais j'ai trouvé que ça aurait pu être plus poignant en fait. Personnellement, j'ai eu le sentiment que l'auteur n'exploitait pas assez, pas qu'elle minimisait, mais elle allait pas assez dans le détail et je pense que ça aurait été peut-être mieux pour sensibiliser les lecteurs d'aller vraiment, pas dans le corps, mais de montrer vraiment une réalité très dure parce que certes on voit des passages qui sont bouleversants, violents, mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus et j'avoue j'ai été un peu déçue à ce niveau-là. Après en soi, j'ai justement essayé de pas avoir trop d'attentes vis-à-vis de ce livre parce que je sais que quand je mets trop d'attentes généralement je suis déçue. Mais c'est vrai que ça a été une lecture plutôt mitigée, mais pour autant rien que pour l'initiative et l'idée, je pense que c'est un livre qu'il faut lire, ne serait-ce parce que déjà Laetitia Colombani a un style vraiment très abordable, je pense, pour une grande majorité de personnes. Elle n'utilise pas de mots trop compliqués, c'est vraiment un style d'écriture très fluide et du coup je pense vraiment que ça peut plaire à une majorité. C'est juste que comme d'habitude j'ai eu trop d'attentes et forcément, j'étais un petit peu déçue. Par la suite, dans ce mois de décembre, j'ai du coup lu Khalil de Yasmina Khadra, qui, je viens d'apprendre, est en fait un homme. Je suis un peu surprise, je vous avoue. Bref, après l'attentat, le livre L'attentat, j'ai eu envie de découvrir d'autres livres du coup de cet auteur. Et j'ai constaté que le thème de l'attentat justement revenait souvent. Dans ce livre, on va donc suivre un individu qui fait partie justement de ce commando à l'origine des attentats du 13 novembre 2015, qui du coup va voyager et va vraiment comploter pour se faire exploser. Sauf que de base, il part avec son ami et tous les deux sont décidés, ils sont dans la voiture avec deux autres hommes avec qui ils ne parlent pas du tout, c'est vraiment un silence glaçant. Sauf qu'au moment de se séparer, Khalil et son ami se souhaitent bonne chance si je puis dire. Ils se séparent et au moment de se faire exploser, la ceinture explosive de Khalil ne fonctionne pas. Il entend qu'il y a des explosions ailleurs, mais la sienne ne fonctionne absolument pas. Et quand il regarde, il voit qu'elle est détraquée, elle ne fonctionnera jamais. Par conséquent, c'est tout un processus de fuite. Parce que d'abord, il doit bien entendu quitter Paris pour éviter de se faire attraper par la police. C'est aussi un processus de confrontation aux autres parce que certains membres de son entourage vont se rendre compte qu'il avait des projets suicidaires et terroristes. Donc forcément ça ne va pas bien passer et c'est logique. Et c'est vraiment voilà, tout un processus de confrontation, de fuite et de compréhension de son environnement, de ce qu'un attentat implique et des conséquences que ça peut avoir de manière plus ou moins proche si je puis dire. Voilà, vraiment je ne saurais pas bien résumer ce livre je pense, mais c'est un livre très ambitieux et le défi si je puis dire est relevé haut la main parce que c'est vraiment le genre de livre que tu lis et tu ne peux pas l'arrêter parce que tu as envie de savoir ce qui se passe dans la tête de cet individu, tu as envie de le comprendre et de savoir s'il a une chance de passer outre l'embrigadement, de comprendre réellement ce qu'un attentat veut dire. Voilà, c'est vraiment
très intéressant, instructif et en même temps saisissant parce qu'on voit à quel point l'embrigadement peut être poussé, à quel point il y a une pression de la part des chefs de ces organisations. Voilà, c'est très lourd, mais c'est en même temps très intéressant et intelligemment construit, je pense. Par la suite, donc après Khalil, il me fallait une lecture un peu plus joviale, j'aurais envie de dire, pardon. Et je me suis tournée du coup vers le tome 2 et 3 de Hunger Games de Susan Collins. Sans dévoiler ce qui se passe, parce que certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas lu, je vais juste résumer vite fait le tome 1. On se retrouve dans une société post-apocalyptique, on devine que c'est l'Amérique, sauf que elle se fait désormais appeler Panem. Et Panem est divisée en plusieurs districts. Au total, il y en avait 13, il y en a plus que 12 parce que le 13e s'est fait sauter. Voilà. Et chacun de ces districts est spécialisé dans tel ou tel domaine. On va suivre du coup le personnage de Katniss qui est convoqué le jour de la moisson, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et qui se sacrifie pour sauver sa petite sœur qui est désignée pour participer à ce qu'on appelle les Jeux de la Faim ou Hunger Games. Parce que oui, effectivement, le gouvernement de Panem a décidé que chaque année, les districts devaient élire au moins un représentant fille et un représentant garçon pour combattre dans l'arène et n'en reste qu'un qui gagne du coup les jeux. Sachant que bien évidemment il y a d'autres éléments à côté, je m'occupe simplement de vous résumer brièvement le premier tome. Donc le tome 2 et le tome 3, je dirais, sont à la mesure du premier tome. J'ai bien apprécié ma lecture, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'était un peu un incontournable, ça faisait longtemps que je tournais autour et ça m'a fait très plaisir de découvrir cet univers, sachant que j'avais beaucoup aimé les films. Que j'avais regardé du coup avant le livre et j'ai vraiment apprécié ma lecture, ça ne m'a pas déplu, vraiment, j'ai pas été déçue ou quoi, j'avais essayé de pas me mettre trop d'attentes là-dessus. Et bah ça s'est bien passé, du coup je ne peux que vous le recommander, voilà. je peux rien vous dire de plus, voilà, c'est tout. Le personnage de Katniss, c'est mitigé Katniss, on va dire, on la comprend mieux. Par rapport au film. Au film, vraiment, elle apparaît parfois très froide, tandis que dans le livre, on comprend pourquoi parfois elle est plus froide que d'autres fois. Donc je pense qu'elle est plus attachante que pour les films, mais ça reste quand même un personnage complexe. Et je pense aussi que c'est un point fort pour Hunger Games, c'est ces personnages vraiment pas tous complexes. Hein, il y en a certains qui sont un peu plus bâclés que d'autres, mais il y a vraiment... On voit une recherche de construction intéressante. Voilà, bref, je vais pas m'éterniser dessus, je pense que majoritairement vous connaissez Hunger Games. Et je vous invite à les lire. Par la suite, j'ai lu Rassemblez-vous en mon nom de Maya Angelou, ou Angelou, je ne sais pas comment on dit. Alors, du coup, c'est un livre autobiographique, donc on va suivre l'auteur dans sa jeunesse. Elle est encore adolescente à ce moment-là, et elle est mère plus noire américaine, dans un contexte qui n'est pas très favorable déjà pour une personne noire américaine, parce qu'il y a évidemment du racisme, et il y en a toujours malheureusement aujourd'hui, mais voilà, il y avait du racisme. Et c'était du coup encore plus... Enfin, vous allez me dire, elle est encore plus mal barrée, puisque du coup, elle est mère d'un enfant. Sauf que voilà, Maya Angelou, ou Angelou, je suis désolée, c'est une femme, ma foi, très forte, combative, elle est vraiment très inspirante et elle va se battre, elle va tenir tête à des personnes blanches, elle va montrer à quel point c'est injuste de faire des différences parce que la couleur de peau est différente, et elle va se battre pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant, comme elle, être indépendante. C'est vraiment le récit de sa vie, de son combat, et c'est, ma foi, un livre très intéressant que j'ai lu, je crois, d'une traite. Que vous dire de plus si ce n'est que ça a été une très bonne lecture. Je pense que ça fait partie de ces lectures qui sont très inspirantes. Voilà, on se dit qu'on peut que admirer la combativité de cette femme et l'admirer, vraiment, tout simplement. Ouais, c'est très inspirant, c'est un personnage fort et je trouve que le style d'écriture en soi n'est pas très compliqué non plus. C'est parfois très poétique, il y avait quelques tournures de phrases qui m'avaient vraiment parlé plus que d'autres. Mais d'une manière générale, c'est vraiment très fluide, c'est dynamique, c'est compréhensible. Et on suit du coup cette femme qui va de galère en galère et qui pour autant arrive à se relever. Et
ma foi, c'est beau, c'est vachement beau. Donc je vous invite vivement à vous le procurer et à le lire, vraiment sans modération. Je suis désolée, je speed un petit peu parce que j'ai pas envie que le point lecture dure trop longtemps, sachant qu'en plus j'étais en retard, j'ai pas envie non plus de vous, comment dire, de vous proposer un point lecture trop long. Par la suite, j'ai lu un classique de la littérature avec L'Attrape-cœur de Salinger. Alors, on m'a vendu le livre comme étant the livre à lire, l'incontournable pour un adolescent. Je veux bien comprendre qu'il parle à des adolescents. Il y a certains points où vraiment je pense que c'est le livre à donner à un adolescent pour qu'il puisse déjà apprécier la lecture de une, mais aussi se comprendre lui-même. Malheureusement, je pense que j'ai passé l'adolescence, alors certains moments m'ont paru moins parlants et c'était parfois très étrange. Je comprenais pas tout le temps le personnage principal et c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Je veux pas qu'il me soit transparent, mais je veux quand même pouvoir m'accrocher à lui et comprendre l'environnement dans lequel il évolue. Là, on va suivre du coup un petit garçon un adolescent, pardon, qui se trouve dans une espèce, pas d'orphelinat, mais comment on appelle ça, de pensionnat. Ouais, c'est ça, au sein d'une école. Et malheureusement, il se fait virer de cette école. Sauf qu'il ne veut pas tout de suite retourner chez ses parents parce qu'il sait très bien que ça va être sa fête s'il y retourne immédiatement. Et il profite, je crois, des 2-3 jours qui s'offrent à lui pour vraiment explorer l'Amérique et en particulier New York. Et il va du coup, à travers son voyage, repenser à la fille qu'il aime, à sa sœur, avec qui il est très proche, à son comportement aussi et à sa sexualité qu'il découvre véritablement tout au long du roman. Mais j'avoue que l'idée que le héros ne soit pas si compréhensible m'a un peu désarçonnée et par conséquent ça a rendu ma lecture un peu plus difficile. Après, c'est un roman très court, personnellement je l'ai lu en une journée, donc je pense que c'est vraiment, oui, un livre qu'il faut absolument faire lire à un adolescent parce que ça va lui parler. Ça a été longtemps un livre qui a été censuré, mais c'est un livre dont la richesse est indéniable, et voilà. Et il faut le faire découvrir à un adolescent, voilà, pour lui faire comprendre son monde, lui-même et la lecture. Par la suite, j'ai lu Tsubaki, le poète des secrets d'Aki Shimazaki. Pardon. Aki Shimazaki a vraiment tout un cycle, c'est plusieurs nouvelles qui se complètent, qui se croisent. Et c'est vraiment une perspective que j'adore parce que je mets un certain temps à chaque fois à resituer quel personnage est quel personnage, quelle situation il se retrouvait dans d'autres nouvelles. Et pour ça, c'est vraiment un plaisir de reconstituer soi-même le puzzle et de comprendre l'étendue de certains actes, de certaines circonstances. Vraiment, c'est vraiment une sorte de cycle de nouvelles puzzles. C'est pour ça que je pense que le résumé, je ne vais pas vraiment vous le proposer parce que j'ai envie de vous laisser découvrir par vous-même. Et personnellement, j'ai commencé par une autre nouvelle, mais je pense qu'on peut vraiment commencer au hasard et reconstruire soi-même, nouvelle par nouvelle, toute l'histoire, sachant que ça se passe généralement dans un contexte proche des bombes atomiques, mais également de l'invasion de la Corée par les Japonais. C'est vraiment un contexte très large, c'est sur une très longue période historique, et pourtant c'est une période historique très riche, donc voilà. Je ne vais pas vous faire des résumés, je vais simplement vous dire que ça a été un plaisir de le lire. C'est une lecture très rapide, très fluide, parce que c'est un style d'écriture très neutre. Il n'y a pas de fioriture en fait dans le style d'écriture, c'est vraiment très neutre. On se contente simplement de te présenter, de te narrer les faits, et on ne va pas te donner des détails qui sont inutiles parce que vraiment chaque phrase a son importance, chaque petit détail a son importance, et voilà. Du coup, je vous invite vraiment à vous pencher sur ce cycle, sur cette saga si je puis dire, parce que c'est très intéressant et c'est un processus de lecture qui est différent des autres lectures, par exemple quand on n'a qu'un seul tome. Je pense que je ne vous le répéterai jamais assez, mais j'aime énormément Lola Lafont depuis que j'ai découvert son roman Chaviré. Et
du coup, bien évidemment, avec le reconfinement, j'ai commandé dans ma librairie préférée d'autres livres de cet auteur, et notamment La petite communiste qui ne souriait jamais. Dans ce roman, il va être question de retracer plus ou moins fidèlement, plus ou moins de manière romancée, le parcours de Nadia Comaneci. Donc c'était une petite fille qui a participé aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Il faut savoir qu'à cette époque, du coup, la Roumanie n'était pas les plus connues, que la Russie dominait clairement les Jeux Olympiques au niveau gymnastique, et du coup apparaît cette petite fille un peu providentielle, qui est douée, qui est froide, qui a vraiment quelque chose, un charisme indéniable, et qui va littéralement captiver le jury, qui va lui mettre la meilleure note possible. À partir de là, c'est vraiment l'histoire de son entraînement, de sa relation avec son entraîneur, des pressions qu'elle subit, de son utilisation, puisque concrètement elle va être utilisée comme l'image de la réussite du modèle communiste par le gouvernement de son pays. Et c'est écrit avec, comment dire, on a envie d'y croire que tout cela est réel, que l'auteur entretient réellement une correspondance avec Nadia, que toutes les deux échangent, débattent de l'utilisation de Nadia par le gouvernement, de son acceptation vis-à-vis de certains traitements dont elle a souffert ou été victime. Voilà, c'est vraiment un livre très riche, ma foi, et que j'ai trouvé particulièrement intéressant, avec toujours ce style de Lola Lafont très percutant, très incisif, qui va nous emporter, qui va nous faire tourner les pages à une vitesse folle, et on va s'accrocher à l'histoire, on va retrouver, je pense, les mêmes thématiques que pour Chaviré, c'est-à-dire l'emprise du corps par la société. Oui, cette idée que la femme est modelée et contrôlée, utilisée même. Voilà, c'est un roman qui parfois est très lourd, mais en même temps, comme pour Chaviré, je pense que c'est ce genre de roman qu'il faut lire aujourd'hui pour comprendre vraiment la situation de la femme et voir que ça ne date pas d'hier, que c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps et dont on doit se débarrasser absolument. Donc rien que pour ça, je vous conseille vivement La petite communiste qui ne souriait jamais, parce que c'est indéniable, vous allez être marqué profondément, vous allez aimer Nadia, la détester, vouloir comprendre qui elle est, ce qu'elle ressent, et si finalement elle en souffre de la situation ou pas, parce que Nadia est une femme très froide et, on va dire, difficilement compréhensible, et justement je pense que par rapport à l'attrape-cœur, c'est une force, je pense. En tout cas moi ça m'a davantage plu de ne pas comprendre tout à fait Nadia. Bref, on va passer aux livres suivants, sinon je vais m'éterniser dessus. Par la suite, j'ai lu Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour. Dans ce livre, on va suivre du coup le personnage de, je ne sais plus son nom parce qu'à chaque fois j'oublie les noms des personnages. On va suivre du coup le personnage de Emma. Alors Emma, c'est une femme, je crois, qui a la quarantaine, et elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse. Elle a un mari, Olivier, avec qui elle s'entend parfaitement bien que bon, il y a quelques vides, clairement on le sent, mais bon, de manière générale leur mariage se passe bien, elle a des enfants, elle a une maison, une situation stable. Bref, normalement tout devrait aller pour le mieux, sauf que ce n'est pas le cas, puisque un beau jour, alors qu'elle se trouve dans un restaurant, elle va voir un homme qui va littéralement l'embraser. Elle le voit et tout de suite c'est le coup de foudre instantané. Elle se sent toute chose, elle ressent du désir profond pour cet individu qu'elle ne connaît pourtant pas, et jour après jour, elle va revenir dans ce même restaurant pour pouvoir l'apercevoir et peut-être un jour franchir le pas en lui parlant. C'est ce qui se passe, bien évidemment, vous en doutez. Et à partir de là, les deux nouent une relation. Ils s'aiment follement, ils vivent vraiment leur relation à fond, mais pas de manière charnelle. Le pas n'est pas franchi à ce niveau-là. Sauf que au moment où ils décident de tout quitter pour pouvoir vivre à deux leur vie, il se passe un terrible drame qui va tout basculer et qui va donner l'occasion à Emma de prendre conscience de certaines notions fondamentales dans la vie, de se recentrer sur elle-même, de comprendre son corps, ses désirs, bref, de mieux se comprendre, voilà, de manière générale.
Et c'est donc tout un processus, c'est un peu, oui, quelque chose d'initiatique si je puis dire, c'est vraiment quelque chose en tout cas de constructif. Et on va suivre la progression d'Emma dans cette compréhension de manière globale. Alors pour moi, c'était une très belle lecture parce que certaines tournures de phrases sont très poétiques. Il y a vraiment une réflexion sur ce qu'est l'amour, si on peut aimer deux personnes à la fois, ce qu'est le coup de foudre finalement, si c'est raisonnable ou pas de tout abandonner par amour, alors que par exemple on a une famille, des enfants, on a vraiment une histoire, une stabilité. On a aussi une réflexion sur ce qu'est la maladie et la famille également. C'est vraiment un roman, je trouve, très riche parce qu'il aborde plein de thématiques en même temps. Et il y a des tournures de phrases qui sont très poétiques, j'ai trouvé vraiment très belles et qui m'ont particulièrement fait réfléchir, notamment sur la question de l'amour. Je pense vraiment que c'est le thème principal parce qu'on n'a pas que le personnage d'Emma, évidemment, il y a d'autres personnages qui vont graviter autour d'Emma et qui vont proposer d'autres pistes de réflexion sur ce qu'est l'amour. Voilà, je pense, à nouveau, je présente très mal le livre, mais c'est un roman riche que je vous invite vivement à aller lire parce que c'est un livre très instructif et qui propose pas mal de pistes de réflexion. J'ai poursuivi mon mois de décembre avec la lecture de Histoire d'Arrobase de Laure Manel, qui est une auteure que j'aime lire occasionnellement parce que c'est un peu ce qu'on appelle du feel good, c'est vraiment des lectures très simples qui proposent des petites histoires parfois sympathiques. Dans le cas de Histoire, je sais même pas comment on dit, Histoire d'Arrobase, I don't know. On va suivre du coup le personnage de Mathilde qui est une femme mariée à la situation stable comme ce fut le cas du coup pour Danser au bord de la mine Grégoire de la Cour. C'est vraiment un peu ce schéma de la femme stable qui un beau jour reçoit un mail d'un inconnu qui lui propose un petit jeu pour deviner qui il est. Très vite on comprend qui il est, c'est-à-dire que c'est qu'il s'agit de son ex-copain, enfin de base c'était un ami et la relation a franchi le cap de l'amitié, sauf que ça s'est très mal passé, ils ont rompu tout contact pendant je crois 12 ans, avant que Cyril, du coup c'est son nom, ne franchisse le pas en lui renvoyant un mail. Du coup tout le livre repose sur cet échange, cet apprivoisement de l'autre, cette appréhension de la vie construite par l'autre, parce que finalement chacun a construit sa vie, son existence sans l'autre. Et du coup ils s'appréhendent, ils se comprennent, ils essayent de s'aider, sauf que petit à petit on sent bien que ça ne va pas pouvoir durer longtemps parce que Cyril a toujours des sentiments et que Mathilde est plutôt indécise à ce point, elle a l'air un peu frileuse du moins. Voilà, donc de manière générale c'est l'histoire. Alors j'avoue être un peu déçue parce que c'est limite trop prévisible pour moi, voilà, il n'y avait pas de surprise. Du coup, je l'ai lu, c'était marrant parce que parfois il y avait un peu d'humour dans les mails, ça se taquinait. Après, c'est rapidement devenu chiant parce que on s'installe un peu dans une sorte d'habitude et dans une forme d'irrespect pour certains personnages aussi, je trouve. Mais voilà, c'est du feel good, faut pas chercher non plus midi à 14h. Faut prendre les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est une lecture facile, simple, où il n'y a pas énormément de suspense non plus, et pourtant c'est pour se détendre un bon coup. Et je pense que niveau détente, j'étais bien détendue pour lire, voilà, donc je pense que ça a rempli son rôle. Mais bon, j'avoue ne pas avoir été surprise, et c'est un peu un point qui m'a légèrement déçue. Enfin, pour ce mois de décembre, j'ai lu, alors je cherche actuellement les noms des personnages parce que comme j'ai pu vous le montrer sûrement, j'oublie toujours les noms. Donc, je vais vous parler d'un autre Agatha Christie parce que oui, j'aime Agatha Christie et j'aime Hercule Poirot. C'est mon petit péché mignon si je puis dire. Et donc là, je me suis attaquée à un livre dans la série de Hercule Poirot nommé Le Témoin muet. J'en avais jamais entendu parler. C'est la couverture, je l'avoue, qui m'a fait acheter. Et ça a été un peu plus mitigé que les autres Hercule Poirot parce que je pense l'angle d'attaque de base du roman m'a un peu désarçonnée. Je m'attendais de base, d'entrée de jeu, à tomber sur Hercule Poirot, sauf que pas du tout. On va suivre l'histoire du coup de Miss Arundel. Du coup c'est une riche héritière, elle a un domaine incroyable, elle a un chien.
je crois qu'il s'appelle Bob ou Bobby, je me souviens plus exactement, bref. Elle a une famille, ma foi, plutôt compliquée. Son neveu, je crois, a des mauvaises fréquentations, il est un peu le rebelle. Une de ses nièces dépense trop. Tout l'héritage qu'elle a eu de son père, elle l'a dépensé, du coup elle se retrouve sans le sou et pourtant elle a un train de vie plutôt confortable, donc on se demande comment elle fait. Et d'un autre côté, on a encore une autre nièce qui a un mari grec, ce qui passe difficilement auprès de Miss Arendelle d'ailleurs, avec qui elle a des enfants et qui pourtant semble avoir une étrange relation avec son mari. Sauf que un soir, Miss Arendelle, alors qu'elle sort de sa chambre, tombe dans les escaliers. Quand elle se relève difficilement, elle a quelques blessures et sa famille s'empresse d'accourir auprès d'elle. Et on trouve rapidement le coupable de la chute, c'est-à-dire la balle de Bob ou Bobby, le chien, qui aurait traîné en haut de l'escalier. Sauf que Miss Arendelle, elle se questionne, elle se dit je n'ai pas roulé dessus, je n'ai pas senti que mon pied roulait sur quelque chose. Et elle se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'elle comprend rapidement que quelqu'un a tenté de la faire tomber, ou du moins de la tuer. À partir de là, elle essaye d'écrire un mot à Hercule Poirot qu'elle connaît en lui intimant de ne pas rendre l'affaire publique parce qu'elle veut préserver la réputation de sa famille. On se retrouve des mois plus tard, puisque Hercule Poirot reçoit, je crois, 3 mois après, la fameuse lettre. Lorsqu'il va se rendre dans la ville de Miss Arendelle, il apprend que celle-ci est décédée, et du coup, il a reçu une lettre d'une morte, ma foi. Bref, voilà. L'enquête commence à partir de là et je vais pas tout vous raconter non plus, mais voilà, c'est vraiment cette idée qu'on commence pas d'entrée de jeu avec Hercule Poirot qui personnellement m'a un peu dérangée parce que je m'attendais d'entrée de jeu à tomber sur Hercule Poirot et à suivre son aventure, sauf que il faut attendre un certain moment avant de pouvoir y accéder, puisque on a d'abord accès aux pensées de Miss Arendelle, qui a ma foi une famille complexe, voilà, et pas facile à vivre aussi. Et du coup, c'est quelque chose, je pense, que je dois vous dire parce que, pour éviter que ça ne vous gâche un peu votre plaisir de le lire, si jamais vous voulez le lire. Sinon, de manière générale, c'est toujours une surprise. Vraiment, la fin, je n'ai pas réussi à la prévoir. Pourtant, j'étais tout le long de ma lecture en train de me dire ça se trouve, c'est un tel ou une telle. Et j'avais vraiment des hypothèses très construites, sauf que pas du tout, c'était complètement autre chose. Et c'est vraiment un grand plaisir de me faire surprendre comme ça, sachant que, avec le temps, on a souvent vu les mêmes schémas revenir. Et vraiment, là, j'ai été prise au dépourvu. J'ai rendu les armes, j'ai fait d'accord, Hercule Poirot, vous avez raison, je m'incline. Et ouais, vraiment, c'est des rebondissements incroyables. Et une enquête qui, ma foi, est toujours intelligemment bien construite. Donc que demander de plus, sachant que Hercule Poirot est toujours un personnage aussi intéressant à suivre. Il est captivant et on admire son intelligence. Sur ce, je crois que mon point lecture de décembre est fini. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Vous n'hésitez pas évidemment à laisser des commentaires, des likes, à partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir histoire de me soutenir. Et du coup je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, sachant que je vous en prépare une demain, précisément demain. Bien évidemment pas le lendemain de la diffusion. Bref, et je vous dis à très bientôt du coup. Salut!